Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'occasion de cette table ronde numéro 7, table ronde sur le sourcing matière responsable. Nous avions indiqué qu'il y avait une petite erreur dans le programme, donc on va reprendre les travaux tout de suite et je vais sans plus attendre donner la parole à Manon Kunti qui va vous présenter le sujet de cette table ronde, les intervenants et nous nous retrouvons à 12h. Bonjour à tous, merci beaucoup. Alors oui, c'est le sujet aujourd'hui. Donc aujourd'hui, presque toutes les teintures sont issues de la pétrochimie. Donc je suppose que vous le savez. Chaque année, rien que pour l'industrie textile, les colorants, c'est 2 millions de tonnes de produits chimiques. Et ces colorants, ils sont persistants. Donc c'est super pour avoir des teintures qui tiennent bien sur les vêtements. C'est moins bien pour l'environnement et pour la santé parce qu'on sait que ces colorants, ils peuvent se retrouver dans les océans. Et puis au niveau de la santé, ils peuvent être cancérigènes. Je parle notamment des colorants azoïdes. Et ils peuvent causer des réactions allergiques également. On a aussi un problème de traçabilité au niveau des colorants, mais aussi des fibres, on va en parler. Et nos intervenants aujourd'hui, ils ont des solutions à proposer pour éviter les rejets nocifs pour l'environnement et les résidus chimiques sur nos vêtements et donc finalement tracer la production de matière. Donc je vais les laisser se présenter en quelques mots. Donc déjà, on a 3 entreprises de teinture durable. Donc Pili, avec Marie-Sara Adonis qui est cofondatrice et directrice artistique. Merci. Du coup, je le fais avec les slides ou pas du tout? Ah, ok, merci. Ah, oui, super. Je fais quoi? Non, je sais quoi? Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Super, merci beaucoup. Ah oui, donc en fait, comme en plus il y a les slides. Donc bonjour. Donc effectivement, voilà, je suis designer, biologiste et aujourd'hui directrice artistique de Pili que je vais vous présenter. Et chez Pili, on développe une nouvelle génération de colorants, des colorants qui sont renouvelables, fabriqués par fermentation à partir de bactéries. Donc je vais vous en dire quelques mots. Faut que je passe les slides. D'accord, pardon. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, comment ça fonctionne en fait? Les micro-organismes sont capables, grâce à leur système enzymatique, de transformer une molécule en une autre, et notamment une partie de leur nourriture et des nutriments en molécules pharmaceutiques. Par exemple, c'est comme ça qu'on produit l'insuline, la vanilline dans l'industrie agroalimentaire. Et nous, on se concentre sur la production de colorants. Donc, en gros, elles transforment des sucres en colorant. Pareil, je vais vous passer un peu tout ça. Passer tout ça. Toc. Et donc, il y a plein d'applications possibles et on travaille sur différentes choses, mais on se concentre principalement sur le textile parce que c'est là qu'il y a les plus gros enjeux écologiques et économiques, les plus gros volumes, et donc on travaille avec principalement avec des partenaires qui sont dans l'industrie textile. Et pour vous donner quelques chiffres pour terminer, parce que c'est très rapide à la présentation, désolée. Donc on est une jeune entreprise qui a à peine 3 ans, il y a 10 employés et il y a, on vient de terminer une levée de fonds de 2,5 millions d'euros et on travaille entre Toulouse et Paris. On a un site à Toulouse où on fait tout ce qui va être la fermentation, l'ingénierie métabolique, donc toute la biologie à Toulouse, et à Paris au CNAM où on fait la chimie verte, les formulations et où on travaille avec nos partenaires. Voilà pour une présentation express. Donc on va maintenant passer à Archroma avec Christophe Maestri-Pierry qui est responsable marketing. Donc je vais lui passer le micro. Merci. Alors effectivement, je travaille chez Archroma. Précédemment, le nom de cette société, vous pouvez l'associer à Clariant, vu qu'on est la partie textile, papier et émulsion de Clariant, voire sans dose. Alors, on n'est pas une jeune entreprise, on est une entreprise qui travaille et qui produit de façon pétrochimique des colorants depuis 1885.
Donc on a un petit peu d'expérience à ce niveau-là. Et il y a 4 ans, un de nos chercheurs s'est amusé à créer un autre colorant, une autre gamme de colorants dans son process de fabrication, en se disant « Ah, t'étais mieux placé que moi en fait ». Voilà. En se disant, effectivement, le côté pétrochimique, c'est pas vraiment l'idéal. Je vais pas m'étendre là-dessus. Et je vais essayer de trouver un substitut au pétrole pour synthétiser mes colorants. Donc, je vais aller très rapidement à l'essentiel, mais vous dire que pendant des mois, il a mangé des amandes et gardé ses petites coquilles sur son bureau. Et un jour, il est arrivé avec une petite fiole de colorant synthétisé, et pour le tester, pour voir si ça passait tous nos critères de solidité, d'application, etc. Et les laborantins sont revenus vers lui en lui disant « Écoute, ton colorant, il n'y a rien d'extraordinaire, qu'est-ce que c'est ?» Et là, il leur a avoué qu'en fait, Earth Color, c'était la naissance d'Earth Color, était un colorant sans aucune goutte de pétrole, mais il a utilisé ces déchets de coquilles d'amandes, les a broyés, on a fait une certaine poudre, et dans son processus de fabrication a utilisé cette poudre d'amande, donc a extrait la lignine se trouvant dans la poudre d'amande pour substituer le pétrole. Donc on a la chance chez nous, c'est d'avoir deux lignes de fabrication, ce qu'on appelle matière sèche, pour pouvoir faire cette fabrication. Donc on a créé une gamme qui s'appelle Earth Colors. Tous sont issus d'un biosourcing, et ce biosourcing, hop. Ah, c'est la flèche de droite, merci. Ah ben voilà, ça va mieux, effectivement, merci. Voilà, et ça c'est le pointeur. Hein. Voilà. Donc en fait, ça c'est la chaîne de fabrication traditionnelle d'un colorant, extraction du pétrole, fabrication du colorant, mise en magasin, etc. Et ici, nous avons la chaîne de fabrication Earth Color, où on récupère des industries utilisant des éléments végétaux comme l'alimentaire, la cosmétique, les huiles essentielles. On va récupérer 500 km autour de notre usine de fabrication leurs déchets, les réduire en poudre pour fabriquer nos colorants Earth Color. Donc l'avantage de ce type de colorant, c'est qu'on n'utilise pas réellement de ressources naturelles, mais on va juste récupérer les déchets de ces ressources naturelles utilisées pour d'autres fins. Voilà. Donc ça c'est un petit peu. Donc là vous avez juste ici les impacts, parce qu'on a fait des calculs sur l'impact en cycle de vie. On n'ira pas dans ces détails-là. Par contre, le dernier point avant de laisser la parole, c'est juste de dire qu'on a mis en place un programme de traçabilité pour être sûr que le colorant mis en place sur l'article soit bien un Earth Color. Et ça ne peut être fait que sur un espace de partenariat entre la marque et nous, pour savoir exactement, avoir une totale transparence entre la fabrication du colorant et la mise en magasin. Voilà, j'ai essayé d'être synthétique le plus rapide possible. Merci. On aura le temps de discuter plus tard. Merci. On va passer à Arthur, donc Maison Langlin, le créateur en personne. Oui. Ok, c'est parti. Voilà, bonjour à tous. Donc, je représente Maison Langlin, un projet que je mène déjà depuis 2 ans, qui consiste à créer une teinturerie naturelle et plus précisément végétale pour le textile, spécialisé en fibres cellulosiques, donc lin, coton, chanvre, et bien sûr on peut teindre aussi les fibres animales du moment qu'elles sont naturelles. Donc, ça fait 2 ans de recherche accompagnés par Lille Design et Innotex, l'incubateur du CETI. Donc, on n'a pas encore créé l'entreprise. On devrait passer en couveuse rapidement. Aujourd'hui, on est déjà prêt à teindre à façon pour des gens sur des petites séries. Donc, l'idée, c'est de trouver un plus grand local et de développer réellement une teinturerie végétale complètement écologique. Et puis de sourcer les couleurs, donc les plantes, et puis les tissus, le support. Donc c'est très important également le tissu. Là on va passer.
Donc voilà, nos activités sont le design. Vous pouvez venir nous voir avec un dessin. On vous dit, bah nous, on peut vous proposer ce tissu, on peut vous faire un motif. On peut aller chercher une plante parce qu'elle a un sens pour vous, et puis on va en tirer la couleur, voir ce qu'elle donne. Donc on fait la teinture, ça c'est le cœur de métier. On produit du coup des poudres de plantes qui peuvent venir de soit on achète à des fournisseurs. Certaines couleurs on est obligé de les cultiver, d'autres couleurs on peut les trouver dans la nature, et d'autres on peut les trouver dans les déchets agroalimentaires, les déchets de scierie également, et aussi des plantes sauvages invasives parfois comme le cerfeuil des bois qui donne cette couleur. Donc vous pouvez voir au passage que la teinture naturelle c'est pas que des tons fades. Voilà, et finalement, on fait un petit peu de conseils et formations, essentiellement pour commencer des ateliers, un peu d'initiation, surtout pour les jeunes, autour de la plante. Donc voilà, c'est très simple. On a des mordants, des colorants qui nécessitent d'être mordancés. Donc là, on utilise des produits chimiques qui ne sont pas forcément synthétiques et qui sont en tout cas neutralisés complètement à la fin, autant dans le vêtement que dans l'eau qu'on rejette. Voilà, de l'eau et des poudres de plantes. Et donc en fait, ce qui reste, c'est une eau qui est encore légèrement colorée, mais qui est tout à fait rejetable n'importe où. Voilà pour montrer un petit peu ce qu'est la teinture naturelle, parce qu'elle souffre quand même d'une image assez triste en fait. Surtout, ça tient pas, ça marche pas, là, toute cette propagande industrielle. Donc voilà, nous aujourd'hui, on parle de mode éthique, on fait des t-shirts, on fait des écharpes qui sont en lin. Donc le lin il pousse en Normandie, ça sort pas d'Europe, et c'est filé en Belgique ou au Portugal chez Joao Antonio Lima, que vous pouvez retrouver aussi sur le salon. On utilise aussi des cotons bio qui viennent de chez Fibre Bio, également sur le salon. Et donc on va créer des articles qui sont en fibre locale, confection locale, teinture locale, et tout est végétal. Voilà, un exemple, le bleu avec le pastel. Voilà, on peut faire toutes sortes de couleurs, on fait beaucoup de recherches pour trouver des nouvelles couleurs et aussi améliorer les process et les tenues. Et voilà, là on repart sur le sourcing, donc on utilise toutes sortes de plantes de la forêt, des bas-côtés des routes, de culture et des déchets. Voilà, et là on va pas insister. Merci beaucoup. Merci. Et vous pouvez venir nous voir sur le stand dans le salon. Merci. Alors maintenant, on a un label, un label de laine Mérinos éco-responsable, donc Organica, avec Déborah Berger, qui est directrice adjointe. Bonjour à tous, donc Déborah Berger, moi je suis directrice adjointe de la division laine du groupe Chargeur. Chargeur, c'est un groupe français spécialisé notamment dans les textiles techniques, et on a depuis une quarantaine d'années une division de laine peignée. Donc ce que nous faisons, c'est ça, la laine Mérinos peignée, c'est-à-dire la laine juste après la tonte du mouton, qui est lavée, qui est cardée et qui est peignée pour être prête à être envoyée ensuite chez le filateur pour faire du fil de laine Mérinos. Nous avons démarré notre activité dans le peignage de laine il y a donc à peu près 40 ans, lorsque le groupe Chargeur a racheté une partie des activités du groupe Prouveau-Lefebvre, que vous devez bien connaître ici localement, et notamment le peignage Amédée Prouveau, qui était un peignage emblématique à Roubaix dans les années 20 du peignage de laine. Et progressivement, nous sommes allés vers l'éco-responsabilité. Donc nous avons créé, alors je sais pas, oui super, j'ai les slides. Donc en fait, nous avons créé il y a maintenant 6 mois, c'est tout récent, un label totalement éco-responsable afin de sourcer et de produire notre laine peignée et l'accompagner tout au long de la chaîne suivant des critères de responsabilité envers l'environnement, envers l'animal et envers les hommes qui travaillent tout au long de la chaîne également. Donc comme vous le savez peut-être,
permettre la production de laine n'est pas nocive pour l'animal, sauf en Australie où un parasite peut se fixer en fait sur l'arrière-train des moutons, et donc certains fermiers pratiquent ce qu'on appelle le mulesing, c'est-à-dire que les moutons sont en fait scalpés pour que les parasites ne se fixent pas à leur arrière-train, ce qui peut être assez douloureux pour le mouton. Et donc nous, notre premier critère, c'est de travailler sur notre label éco-responsable 100% en non-mulesing. Donc on ne travaille que dans des territoires de laine où le mulesing n'est pas pratiqué. Et on a également développé d'autres engagements, notamment en termes de pollution, d'utilisation des pâturages, de gestion des pâturages, une utilisation raisonnée des pesticides, des produits chimiques, et puis surtout le soin qu'on apporte aux bêtes qui sont bien traitées l'intégralité de leur vie. Donc, alors si ça fonctionne, oui, hop. La laine, donc moi je suis la seule qui n'est pas une représentante de l'industrie de la teinture dans cette table ronde. Je représente la fibre. Les fibres, c'est important également puisque c'est la source du vêtement. Je suis ravie de voir que mes collègues travaillent sur des teintures éco-responsables, parce que quand on a une fibre éco-responsable, on n'a pas envie de la gâcher avec la teinture, et en général l'étape suivante est celle qui va la rendre beaucoup moins responsable envers l'environnement. Donc c'est vraiment super qu'il y ait des avancées sur tout au long de la chaîne. La laine, c'est une matière qui revient, notamment la laine mérinos, qui revient énormément et qui plaît énormément notamment aux millennials pour son caractère totalement biodégradable et aussi pour ses performances techniques. Elle est notamment très utilisée dans le sportswear et l'outdoor parce qu'elle est respirante, et à la différence par exemple du cachemire, c'est une source thermorégulatrice, donc ça permet de réguler la température. Et donc nous avons mis en place ce protocole dont je parlerai un petit peu plus après, et nous travaillons avec toute la chaîne de production et avec des suppliers partenaires, et donc notamment nous allons développer des partenariats avec des teinturiers. Donc pour nous c'est très important la teinture. On parlait un petit peu de technologie. Il nous semble que les attentes des nouveaux consommateurs, c'est aussi d'avoir un accès direct au sourcing et de comprendre d'où viennent leurs produits. On a mis en place une blockchain privée qui permet en fait d'avoir une traçabilité totale sur les produits. Là, vous avez un exemple de capture d'écran de ce que ça donnera sur ordinateur et sur mobile. L'idée, c'est que quand vous aurez un pull en laine Organica, vous ayez un QR code à flasher dans votre vêtement qui vous donne un accès direct à de quelle région ça vient, de quelle ferme, où est-ce que ça a été peigné, filé, tricoté ou tissé, et où est-ce que ça a été confectionné. Et ça nous semble essentiel, on pense que c'est les attentes des consommateurs de demain, d'avoir cette transparence sur l'intégralité de la chaîne. Voilà. Merci pour ces présentations. On va passer au débat. Alors, l'idée, c'est de se demander, en fait, si aujourd'hui, les colorations durables et les fibres traçables, elles peuvent répondre à une demande de masse. Donc déjà, ça soulève la question des performances. Est-ce qu'on peut produire, je pense que c'est un peu la question naïve que tout le monde se pose, est-ce qu'on peut produire toutes les couleurs? Est-ce qu'on peut produire des motifs? Et est-ce qu'on peut produire en abondance donc des couleurs? Et est-ce qu'on peut utiliser ces colorants sur toutes les fibres? Donc je vais faire un petit tour de table rapide sur ce sujet. Voilà, couleurs et fibres. Alors, en ce qui me concerne, je vais parler de teinture végétale. Je pense qu'on peut teindre sur toute fibre naturelle. Certaines fibres, nouvelles fibres comme le tencel, lyocell. Je vais faire des tests bientôt, mais a priori ça fonctionne. On a été surpris aussi sur certaines fibres synthétiques, mais évidemment, on n'a pas forcément envie de mettre notre teinture naturelle sur une fibre synthétique, donc on préférerait privilégier les fibres naturelles, les plus locales possibles, bio, si possible aussi. Il y a plein de belles matières qui sont disponibles, il faut trouver pour faire des beaux vêtements avec des bons tissus, un peu plus respectueux que ce qu'on trouve. Et sur les couleurs. Et alors les couleurs, on peut tout faire sur les couleurs. Nous on n'a pas toutes les couleurs en stock forcément, on n'a pas encore tout fait, mais tout est possible. Ok. Pili.
Alors sur la question des motifs, bah là du coup ça dépend des processus d'impression. Donc nous on s'était amusé, je sais pas si vous avez vu une slide à faire pousser directement les bactéries sur le textile, parce que en fait il y a plein de bactéries qui font des couleurs différentes et aussi qui ont une manière de pousser différente, donc qui créent des motifs différents. Mais c'était vraiment anecdotique, c'était plus pour nous, pour permettre de raconter en fait aux gens finalement comment ça se passait en fait le processus, qu'est-ce que c'est une bactérie, comment ça pousse, etc. Mais nous c'est pas du tout notre cœur de métier. Notre cœur de métier c'est de fabriquer des colorants qui sont purifiés, où il y a plus de bactéries, et donc après tous les motifs sont possibles. Pour les couleurs, la question c'est est-ce qu'on pouvait avoir des couleurs vives. Nous on n'en a pas produit pour l'instant parce qu'on est au tout début de cette technologie, donc on a quelques couleurs et on n'a pas encore une couleur très vive, mais il n'y a pas de raison qu'on puisse pas en produire, parce que c'est aussi un des avantages avec les micro-organismes, c'est que ils peuvent produire une infinité de molécules. Et nous, en fait, si on veut produire une couleur en particulier, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder les voies métaboliques de ce micro-organisme, et puis on va en fait arrêter le processus, on va diriger le processus pour avoir la molécule qui va renvoyer la lumière de telle ou telle manière, et donc d'avoir telle ou telle couleur. D'accord. Donc ça c'est aussi un des avantages. Et sur les fibres, on a que quelques molécules pour l'instant, donc on les a testées. Chacune a des affinités particulières, mais à l'avenir on veut teinter toutes les fibres évidemment, quoi. Christophe? Alors, pour revenir juste au sens, c'est un colorant de synthèse, donc c'est un colorant uniquement biosourcé. Ce qui veut dire qu'on refait une opération de transformation pour obtenir un colorant qui existe déjà. C'est juste son sourcing qui est biosourcé au niveau matière première. Ce qui veut dire que on va rester sur une chimie d'un colorant déjà connu pour le coton et cellulosique en termes de fibres, et sur des coloris, on va dire marron, très automne. Marron, kaki, bordeaux, bleu-gris, etc. Pour les initiés de la teinture, c'est la famille des colorants au soufre. Voilà, écologique. Donc on reste sur ces limitations. Après, une teinture, c'est un colorant plus un procédé. On maîtrise toute la partie cellulosique et on est en cours de développement sur la laine. Voilà. Justement, Déborah, je crois que tu avais un témoignage à apporter sur le fait que c'était compliqué de trouver des teintures éco-responsables aujourd'hui, et que c'était important pour toi en tant que productrice de fibres d'avoir ces teintures apportées. Tout à fait. Donc c'est vrai il y a de plus en plus de marques qui sont intéressées par un sourcing de fibres éco-responsables, mais évidemment leur premier réflexe c'est de dire je vais pas gâcher le caractère éco-responsable de cette fibre avec le reste de la chaîne qui n'est pas éco-responsable. Donc à partir du moment où on met en place un sourcing responsable, il faut que le reste de la chaîne soit aussi responsable, et notamment la teinture, c'est un sujet qui revient très fréquemment parce que les marques ont beaucoup de difficultés. Donc là c'est parfait parce que j'ai des belles solutions innovantes aussi moi à proposer quand je démarche, ont des difficultés à trouver toutes les couleurs avec des procédés effectivement de qualité qui résistent à leurs exigences, et éco-responsables et respectueuses de l'environnement, et sans si possible sans composants pétrochimiques, etc. Et c'est vrai que nous c'est notre objectif, c'est de travailler avec tout un réseau de fabricants tout au long de la chaîne pour pouvoir fournir aux marques plus que juste un sourcing responsable, mais toute une chaîne en fait responsable. Et c'est là où on a besoin que tous les acteurs s'unissent dans l'éco-responsabilité pour fournir des solutions aussi un peu clés en main aux marques. D'accord. La deuxième question qu'on peut se poser évidemment, c'est celle du prix, toujours dans ce focus sur est-ce que c'est possible d'industrialiser ces solutions? Est-ce que c'est plus cher? Et si oui, est-ce que c'est un frein pour le développement de ces colorants? Alors, aujourd'hui, c'est vrai que c'est certainement plus cher qu'une teinture conventionnelle, de faire une teinture naturelle, mais c'est essentiellement parce que les structures sont très petites. En fait, il y a beaucoup de gens qui font de la teinture naturelle ou végétale, mais ce sont des petits artisans. Je pense notamment à la laine. Il y a une Belge à Bruxelles qui s'appelle Charlotte Marambert qui fait de la teinture sur laine. Elle fait des très très belles couleurs. Elle vend des écheveaux sur son site, par exemple, et je sais qu'elle est capable de faire des petites prods
nous également, on pourrait faire de la production végétale sur laine avec des couleurs en fait super vives parce que c'est plus facile de teindre la laine que le coton ou le lin. Et ça marche encore mieux, on va dire, c'est comme ça. Et c'était quoi la question ? Ah oui, voilà. Alors, donc c'est un peu plus cher, et nous, notre objectif, c'est de rendre, voilà, de rendre la teinture végétale accessible. Donc, ça impose des choses, c'est-à-dire faire des plus gros volumes, et puis être intelligent dans le sourcing. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, on va chercher les écorces qui sont des rebuts d'une série. On prend une tonne d'écorce, ça ne coûte pas grand-chose. Et après, il y a toute une étape de transformation qui, elle, coûte un peu plus d'argent. Mais du coup, plus on fait des quantités, plus on baisse les coûts. C'est en fait devenir un peu plus industriel qu'artisan. Voilà. Alors nous, la question du prix, pour l'instant, elle se pose pas parce qu'on vend rien, en fait, puisqu'on est vraiment en phase de R&D, on est en train de développer ces molécules. Il y en a certaines qu'on arrive à produire à l'échelle pré-industrielle, mais si on regardait le prix, en fait, c'est évidemment beaucoup plus cher que les molécules qui sont actuellement utilisées. Mais si on fait ça, c'est justement parce qu'on a fait des projections. Si on se lance dans cette aventure, c'est qu'on a fait des projections qui nous montrent que par ailleurs, on arriverait exactement dans les mêmes tranches de prix que les colorants pétrochimiques qui sont utilisés actuellement. C'est-à-dire que, en fait, les procédés sur lesquels, c'est une nouvelle technologie qu'on développe, mais c'est des procédés qui sont connus dans l'industrie. Et typiquement, les molécules pharmaceutiques type insuline, aujourd'hui, ça coûte rien parce que c'est produit dans des très gros volumes, dans des grands fermenteurs, et c'est des procédés qui sont très très bien connus, et nous c'est exactement les mêmes courbes qu'on va suivre et la même type de processus. Donc nous, notre but, c'est de remplacer les colorants pétrochimiques, pas les colorants végétaux. C'est vraiment d'avoir une solution qui remplace celle-ci, et donc c'est à la fois d'être accessible et donc de faire des gros volumes, quoi. Voilà. Alors nous, sans ambiguïté, c'est plus cher pour plusieurs raisons en fait. Tout d'abord, pour mettre en place tout un sourcing éco-responsable, on demande aux fermiers dans le soin, à la fois dans le soin de l'environnement, dans le soin des moutons, de mettre en place des techniques différentes. Par exemple aussi en termes de gestion des pâturages, d'utilisation limitée des produits chimiques, de soins des bêtes. Et tout ça, ça leur demande des investissements, ça leur demande du temps en plus, ça réduit évidemment la rentabilité pour eux, et en plus pour les récompenser de tous ces efforts-là, nous les rémunérons plus cher. Donc en fait, on leur paye la laine plus cher, on conçoit en fait que ça rembourse aussi une partie des investissements qu'ils doivent faire pour pouvoir produire de manière plus responsable. Et nous-mêmes, dans nos usines de peignage, nous recyclons l'eau, nous avons mis en place des processus très respectueux de l'environnement qui eux aussi sont des investissements et qui eux aussi ont un coût. Donc clairement, nous, la laine éco-responsable par rapport à la laine de commodité, elle est à peu près entre 5 et 10% plus chère. Alors peut-être que au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que les fermes deviendront toutes éco-responsables, probablement que dans quelques années, cet écart se réduira. Mais pour le moment, au moins transitoirement, il y a un surcoût, c'est sûr. Alors, au niveau de la chimie, on va dire que plus on produit, moins on est cher. C'est réellement lié à cette production de masse. Aujourd'hui, on est limité parce que on est limité en volume de déchets déjà, et on est limité en termes de lignes de production parce qu'on a deux petites lignes pour faire ça. Maintenant, notre politique a été de dire que le coût de la teinture doit être le même qu'une teinture avec un colorant pétrochimique. Donc le coût de la teinture est le même. Par contre, on a impacté, on va dire sous forme de licence, d'utilisation de cette technologie, incluant, on va dire le surcoût chimique et le surcoût de traçabilité. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a un programme de traçabilité. Et pour clairement donner des chiffres, donc la surcharge par vêtement d'une utilisation Earthcolor sera entre 70 centimes et 1 euro par vêtement. Voilà, ça vous donne une idée. Par ailleurs, c'est intéressant que tu dis ça parce que faut voir aussi que le prix du colorant dans le vêtement final, même que ce soit dans une encre de stylo, dans un vêtement final, etc., c'est microscopique en fait.
Donc de toute façon, même si le prix restait énorme, mais bon, après les industriels, quand ils regardent les volumes, ils veulent que ça soit au même prix, donc c'est le but aussi, mais il faut quand même toujours prendre ça en compte. Et effectivement, là, c'est totalement compréhensible que ça soit plus cher parce que il y a véritablement, une autre temporalité des êtres humains, des animaux, et donc voilà. C'est. Ouais, c'est un peu. Je te rejoins là-dessus. Je voulais juste ajouter que effectivement, plus cher, oui, mais quel prix, quoi. Donc, est-ce qu'on peut pas payer un petit peu plus cher pour avoir quelque chose bien fait et le revaloriser en com, par exemple? Moi, je pense que c'est pas plus cher de faire les choses bien. C'est moins cher. C'est mieux. Et puis par ailleurs, à la fois tu peux le revaloriser en com, mais tu peux aussi décider de mettre moins d'argent dans des publicités qui servent à rien et dans tout un tas de choses qui servent à rien. Donc après, je pense que les gens qui achètent tout le produit, ils regardent à la fois la fibre, le colorant, et puis où est-ce que leur argent en fait part. Donc ils pourraient pratiquement l'acheter au même prix, quoi. Il y a plein de marques. Justement, ce sera le troisième point. Comment ça se passe au niveau des marques ? Est-ce que c'est vraiment un frein pour elles ? Est-ce qu'elles sont intéressées ? Quels sont les types de marques intéressées ? Est-ce que c'est plutôt du mass market, du luxe ? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Et puis, quel changement ça induit en fait au niveau de toute la chaîne de production ? Est-ce qu'il faut la repenser depuis le début, notamment au niveau du design ? Voilà. Je peux commencer si vous voulez. Donc, tu parles de la chaîne de production et notamment au niveau du design. Il est clair que nous, vu notre limitation, on va dire, en termes de gamme coloris et applicatif par rapport au type de fibre, le design doit penser un article avec ses limitations. Comme on disait, comme j'entendais ce matin dans une intervention, on vend du désir au client. Voilà, si le client veut acheter, il faut que ce soit sexy. Au niveau est désirable au niveau de l'article. Donc le design doit travailler dessus pour donner envie au client aussi d'acheter cette gamme, même si elle est limitée. Après, en termes d'application pure, il n'y a aucun changement vu que ce sont des colorants qui existent déjà sur le marché. Ils sont juste biosourcés. C'est une chose. Et le troisième point, parce que la question est les marques, mass market. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ça fait 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans qu'on propose Earth Color. Et on a de tout. Alors il y a des fers de lance au niveau de l'écologie comme Patagonia par exemple, qui a déjà lancé une collection. G-Star a lancé une collection aussi cette année. Pour être très sincère, je pensais que ça allait être un petit peu des capsules uniquement et que voilà, il y avait un one shot Earth Color, on attire dans les magasins, on fait une belle pub et après on arrête. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a un très bon retour au niveau de leurs clients et d'autres collections sont en train de se lancer et il y aura certainement des cœurs de gamme avec ce type de colorant. Donc ça peut aller aussi sur des marques un peu plus, on va dire, encore plus gros volume. On a récemment Ikea qui a sorti des articles. Malheureusement, ils sont plantés dans la com. Il n'y a rien en termes de communication dans leur magasin. Voilà. Oui, donc sur ce sujet qui est vraiment un sujet clé, alors tout d'abord, effectivement, donc il y a un surcoût qui peut être un frein pour certaines marques. Ce qui est intéressant, donc nous n'avons pas de sujet de design puisque la fibre est la même, elle est même plutôt de meilleure qualité puisqu'il y a eu tout un processus un peu plus slow et un peu plus respectueux dans la fabrication. Donc on peut tout faire avec de la laine éco-responsable, tout comme on fait avec de la laine mérinos traditionnelle. Mais on est assez étonné de voir que de nombreuses marques s'arrêtent au surcoût en fait. Alors même que tu parlais aussi d'ordre de grandeur sur le produit fini, nous pareil, sur un pull fin en mérinos, on va être sur le produit fini à 50, 60, 70 centimes de plus en prix de revient, ce qui nous paraît pas totalement inabordable, notamment comme tu le disais avec les retombées marketing qu'on peut aussi tirer d'un plan éco-responsable. Mais en fait, il y a de nombreuses marques qui vont s'arrêter à ça, qui vont s'arrêter au surcoût et qui vont dire oulala, oui, c'est l'éco-responsabilité, c'est super, on a envie d'y aller, mais on veut pas payer 1 centime d'euro de plus pour ça. Donc là, il y a aussi toute une éducation à faire, et je pense que plus le consommateur va pousser, plus la presse va pousser pour ça, plus les marques vont aussi y voir un intérêt. Après, pour celles qui veulent s'engager, parce qu'évidemment, il y en a, notamment celles qui sont, pour nous, sur le mérinos responsable le plus en pointe, ça va être les marques de sport et d'outdoor. Tu citais notamment Patagonia,
Et voilà, tout ce type de marques sont extrêmement engagées sur le respect de l'environnement et connaissent déjà les propriétés du mérinos, donc elles sont très en avance là-dessus. Et elles sont capables, elles sont tout à fait à même de payer le surcoût. Ce qui peut bloquer dans certains cas, c'est la chaîne de fabrication, parce que quand on met en place aussi de l'éco-responsabilité, il faut que toute la chaîne de fabrication, comme on le disait, soit propre. Et parfois, ça prend beaucoup de temps pour les marques, en fonction de leur niveau d'intégration dans leur chaîne, etc. Ça va prendre beaucoup de temps à mettre en œuvre. Donc il y a un peu ces deux freins, il y a le surcoût, et puis pour celles qui sont prêtes déjà dans l'état d'esprit à le mettre, il y a toute la mise en œuvre aussi, mais j'imagine qu'il y a les mêmes sujets aussi sur la teinture. Juste pour rebondir par rapport à ton histoire de surcoût, je suis entièrement d'accord, et je pense que c'est aussi une question de modèle économique en termes de calcul de prix final du vêtement au sein de la marque. Je prends le cas, par exemple, nous on joue avec un système de label. De temps en temps, certaines marques calculent tout de suite en se disant, voilà, on va démultiplier, on va faire notre marge aussi sur le label. C'est pas normal. Pour nous, on fait un label pour qu'il soit apposé à côté et que le prix du vêtement soit hors label pour que le consommateur ait la même chose, plus 70 ou 1 euro au final. Ouais. Alors, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais donc nous, pour l'instant, on ne vend rien. Mais notre manière de travailler, c'est qu'en fait, on collabore avec plein d'acteurs, soit directement des usines, soit des marques. Dans le luxe autant que dans la grande distribution, en fait, on a fait vraiment face à des gens qui sont très très différents, qui n'ont pas du tout le même qui voient pas du tout le même avantage. Il y en a, ça va être marketing. Il y en a, c'est vraiment parce qu'ils sont attachés à des savoir-faire dans les maisons du luxe et qu'en fait, ça les intéresse, ce savoir-faire lié aux micro-organismes, même, enfin, tout ce que ça convoque aussi comme imaginaire, comme nouveau processus. Et par contre, nous, notre engagement, c'est qu'on ne leur demande aucun appareillage en plus. C'est-à-dire que on fabrique vraiment des molécules qui vont s'adapter à leur chaîne de production, parce que sinon ce serait trop compliqué et l'industrie n'y passerait jamais. Donc nous on a un petit peu de travail en plus à faire, c'est-à-dire qu'on va vraiment travailler sur des partenariats de R&D où en fait on adapte nos molécules à leur cahier des charges et on collabore comme ça pendant plusieurs mois pour pouvoir adapter nos molécules à leur voilà, juste qu'elles puissent exactement remplacer ce qu'il y avait avant. Et ton autre question, c'est est-ce qu'il y a un frein? Oui. Pour l'instant, nous on voit que de l'enthousiasme en fait par rapport à cette nouvelle technologie. Il peut y avoir certaines personnes qui se disent oui, mais alors le côté bactéries, est-ce que ça va pas faire peur aux gens? En fait, ça tombe. Alors évidemment, il y a toujours des personnes qui craignent ça, sauf que il suffit d'expliquer qu'il y a plus de bactéries à l'intérieur de notre produit, et surtout que par ailleurs il y a une espèce de révolution qui est en train un peu de se faire au niveau du grand public où les gens comprennent qu'en fait ils ont autant de bactéries dans le corps que de cellules humaines en fait, et que en fait ils vivraient pas sans bactéries, et que les bactéries qu'on utilise elles sont pas du tout nocives, et que en fait voilà, les bactéries pendant très longtemps c'était associé aux maladies, et puis maintenant on comprend que en fait c'est vraiment une espèce de mine d'or en fait pour produire tout un tas de molécules sans avoir à utiliser des ressources vivrières, des ressources fossiles, des choses polluantes. Et donc je pense que c'est en train de changer aussi dans l'imaginaire, et nous c'est aussi quelque chose auquel on veut participer quoi. Donc peut-être à un moment donné créer aussi notre propre ligne de produits, une propre marque qui soit capable de raconter tout ça quoi. Oui. Alors Arthur, en 2 mots, on est juste sur le timing. Ouais. Donc je voulais juste te dire une chose, c'est que dans la mode éthique, il y a je pense qu'il y a 2 parties. Il y a les gros déjà d'avant qui veulent améliorer ce qu'ils sont en train de faire pour correspondre plus au marché actuel. Et qui font aussi des choses pour changer, mais c'est un peu plus difficile pour eux. Et il y a les nouveaux créateurs qui eux s'intéressent réellement, qui sont réellement qui ont développé une conscience éthique et écologique durable et qui font des très belles choses. Donc les jeunes créateurs, continuez, design, tout ça, c'est super. Merci. Donc on voit qu'on a de belles avancées technologiques. Je vais squeezer ma conclusion. Je vais vous laisser poser vos questions. Voilà, donc si vous pouvez lever la main, si vous avez des questions. Bonjour. On parle beaucoup textile, mais qu'est-ce qu'il en est, par exemple, du cuir?
quelles sont les capacités de teinture de cuir avec les procédés que vous êtes en train de mettre en place? Alors le cuir tanné végétalement, ça se fait. Ouais. Il y en a pas mal qui le font. En fait, c'est peut-être même plus courant que dans le textile. Nous, c'est pas du tout notre spécialisation, puisque si vous l'avez compris, on va essentiellement travailler la fibre végétale. Enfin, en tout cas, nous, pour l'instant. Mais la laine, on va aussi l'aborder un petit peu plus tard. Mais le cuir, tout à fait possible. C'est comme dans la teinture textile, il y a du bon et du mauvais, du naturel et du pas naturel. Donc, en l'occurrence, nous, on travaille avec certaines marques de luxe qui sont intéressées par le cuir, et donc on a fait des tests et ça marche très bien. C'est pas évidemment ce qu'on compte teinter le plus, mais voilà, il y a des. Et puis par ailleurs, en fait, on est aussi on travaille aussi avec des gens qui font du cuir cellulaire, donc qui passe pas par les animaux, mais directement de cuir poussé en laboratoire, parce que voilà, c'est un autre intérêt, mais les deux sont voilà. Je me permets juste de faire une petite parenthèse là-dessus, c'est que la teinture végétale comme la teinture en fait industrielle, c'est pas en compétition, il y a un savoir-faire, il y a tout un, c'est magnifique en fait la teinture végétale et voilà exactement. Et par ailleurs, nous ce qu'on propose, c'est véritablement quelque chose qui peut se faire à très grande échelle, de manière accessible et plus écologique. Et c'est comme l'histoire du cuir naturel, c'est magnifique, un vrai cuir naturel, et puis en même temps, il y a en même temps beaucoup besoin de cuir, et donc si on peut aussi en produire de manière cellulaire, sans passer par les animaux, sans maltraitance, et puis pour des usages qui sont moins des produits de qualité, c'est quand même intéressant, quoi. C'était juste une petite parenthèse là-dessus. Je n'ai pas aperçu d'autres mains se lever pour d'autres questions. Christophe, quelque chose à ajouter ou pas? Ça peut marcher ou pas. On sait pas. On a testé, on a fait ça que sur le textile, donc voilà, pas d'expérience à donner à ce niveau-là. Pas de question. Ah, il y a une question. Bonjour, moi j'aurais une question. C'était très enthousiasmant, enrichissant, merci. J'aurais une question sur des réassorts de produits. Par exemple, je passe une commande de 300 pièces et je refais un réassort de 300 pièces. Est-ce que comment vous faites pour assurer la teinte identique, sachant qu'un client va être très sensible à avoir la même couleur? Merci. Surtout pour les teintures végétales, en fait, c'est ça mon questionnement. S'il y a une dernière question, on peut prendre peut-être une ou deux questions en même temps avant de conclure. Non, donc ce sera la dernière question. Je vais aller vite. On peut. Alors effectivement, c'est une chose à travailler. Refaire tout le temps la même couleur, c'est tout à fait possible en fait. Ça va dépendre d'une quantité de poudre. Après, à partir du moment où on a la quantité de poudre, on peut faire la même recette. On aura les mêmes quantités, la même pH, température, timing, etc. On va pouvoir sortir la même couleur. Donc, pour ça, c'est encore une histoire de quantité en fait. Si on a, je sais pas, une tonne de garance au départ, à ce moment-là, on peut en utiliser un petit peu, faire votre série. Puis après, il nous en reste, on peut en faire encore. Donc on peut vous vendre une couleur à la quantité de tissu, par exemple, au poids de tissu. On peut vous dire, cette couleur-là, on l'a pour autant de tissu. Et l'année prochaine, on aura la même, mais un petit peu différente. Mais bon, la nature n'est jamais pareille, elle est toujours un petit peu différente. Et c'est pour ça que c'est beau. Oui, j'allais dire la même chose, en fait. Plutôt que... Parce que, franchement, la coloration végétale, ça sera jamais industriel. Et
c'est pas possible. Ça peut pas répondre à des immenses volumes. Enfin, il y a plein de problèmes qui font qu'il n'y a pas de reproductibilité. Et est-ce que c'est pas une propriété, quelque chose qui doit rester aussi, je sais pas, une sorte d'identité aussi de la culture, de la coloration végétale. Et finalement, se diriger vers, si on a envie d'avoir exactement la même chose, vers une molécule sur laquelle on peut vraiment compter. Et puis quand on veut être sur justement des créations et puis une exploration, être beaucoup plus sur de la coloration végétale. Parce que finalement, c'est de ça dont souffrent toutes ces techniques, c'est qu'on veuille absolument faire rentrer la coloration végétale dans l'industriel et puis l'industrie avoir... Je suis complètement d'accord avec toi et c'est une bonne remarque. Mais juste pour dire, les Indiens, ils font du végétal en quantité, mais gros métrage, couleur quasiment toujours la même. Les Indiens. Mais voilà, c'est pas toujours tout. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'il faut faire attention en Inde, mais il y a des belles choses qui sont là-bas. Et effectivement, il y a le végétal, mais il n'y a pas que le végétal. Des teintures bactériennes, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, je pense qu'on pourra même un jour peut-être mettre des colorants végétal dans le bain de bactéries pour teinter directement le tissu. C'est possible. Je pense qu'il y a plein de recherches à faire. Une collaboration peut-être à venir. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que...